l'OPC, c'est l'Observatoire des politiques culturelles. Alors, on est on fait partie de la Fédération Wallonie-Bruxelles et on observe les politiques culturelles via des recherches et des études. Certaines on les fait de manière, on propose de prendre en charge ces études. D'autres, elles nous sont demandées par le gouvernement. Et quoi qu'il en soit, notre programme de recherche est avalisé par un comité d'accompagnement dans lequel le cabinet des ministres de la ministre de la Culture est présent. Et alors pourquoi on s'est interrogé sur les tiers-lieux culturels parce que c'est un terme, vous allez le voir, c'est un terme qui est en vogue depuis une grosse dizaine d'années. Et c'est un terme qui a attiré l'attention du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la fois l'Observatoire et à la fois l'administration de la culture, notamment dans le cadre des discussions sur la réforme du décret diffusion. Et l'idée était d'ouvrir certains dispositifs à ces tiers-lieux culturels. Alors on va vite le voir, il y a une remarquable pluralité de définitions, donc on peut dire que c'est quelque chose qui se définit de manière assez floue, et c'est les raisons pour lesquelles nous on a décidé de travailler, d'investiguer ce thème. Alors on en a fait cet article, donc cette publication repère. Et ce qui est peut-être important de préciser avant de commencer, c'est que c'est pas une recherche empirique, quoi. C'est pas une recherche de terrain, c'est pas une recherche des observations de terrain, donc il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats chiffrés ou de résultats d'observation de type qualitative, mais c'est vraiment, on s'est interrogé sur quel était ce concept, quelles étaient les racines de ce concept, quelle en est l'histoire, et quels sont les enjeux que ces tiers-lieux, ces espaces particuliers posent en termes de politique culturelle. Je peux te demander ouais. Alors voilà, donc de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de tiers-lieux ? Alors, c'est un terme qui, dans le monde francophone, est apparu dans le courant des 20 dernières années, disons, pour désigner des lieux culturels et artistiques hybrides. Donc hybrides en termes de décloisonnement des pratiques, en termes de décloisonnement des disciplines artistiques, hybrides aussi en termes de brassage des publics et des populations. Ça, c'est un des aspects de ce qu'on entend par tiers-lieu. L'autre, c'est on parle souvent d'espaces qui revendiquent un ancrage territorial marqué, donc qui se veulent en tout cas profondément ancrés et faisant profondément partie d'une ville, d'un quartier, d'un village, d'une zone géographique particulière. Donc ça c'est important, c'est vraiment revendiquer cet ancrage dans le territoire. Et l'autre aspect, le troisième aspect peut-être de définition, c'est que ce sont des espaces qui, en quelque sorte, vont refuser de sacraliser la culture et l'artistique au sein d'espaces qui leur sont dédiés, mais plutôt à l'inverse, ça va être d'inscrire la culture et l'artistique au sein d'espaces dédiés à la vie sociale et au sein d'espaces dédiés à la sociabilité de manière spontanée et à la convivialité. Alors, je vous ai mis, parce que c'est peut-être plus parlant que cette définition un peu abstraite, et je vous ai mis une photo de peut-être que les Bruxellois d'entre vous reconnaîtront, c'est l'esplanade qui est devant la gare de la Chapelle dans les Marolles. Et pourquoi j'ai mis cette photo ? Parce que cette section désaffectée de la gare de la Chapelle a, entre 2010 et 2018, accueilli une initiative qui s'appelait Recyclard. Alors maintenant, ça a déménagé à Molenbeek, mais historiquement, c'était situé là pendant ces 18 années. Et je pense que c'est un bon exemple de ce qui est en tiers-lieu. C'est-à-dire que c'est un espace qui va lier une programmation artistique souvent très pointue et internationale, donc très, très souvent musicale, mais pas que, et qui, à côté de cette programmation artistique, va d'une part développer des espaces de convivialité via un bar-restaurant, mais surtout va développer toute une série de dynamiques d'ancrage dans son quartier, dans le quartier des Marolles, via des activités socio-artistiques, mais aussi via des activités de type d'insertion socio-professionnelle. Et cet espace, donc cette esplanade qui est devant Recyclard, pendant cette petite vingtaine d'années, presque vingtaine d'années, est souvent devenu un pseudo-espace public dans lequel des populations et des publics extrêmement divers interagissaient de manière spontanée. Donc c'est un endroit assez intéressant dans la vie
nocturne et dans la vie artistique bruxelloise qui a beaucoup de caractéristiques de ce qu'on définit aujourd'hui comme un tiers-lieu. Est-ce que je peux te demander de passer la slide? Ouais. Alors, un autre exemple, en région wallonne, cette fois, c'est la Maison Folie à Mons, qui est située, elle, dans une ancienne école primaire, qui, dès le milieu des années 80, donc 86 si je ne dis pas de bêtises, a été réinvesti, d'une part pour en faire un lieu dédié aux arts dramatiques, mais également pour abriter la Maison de la Culture de Mons. C'était également le lieu qui abritait les archives de la province. Voilà, et qui a subi des travaux importants et puis qui, depuis 2016, a été reprise sous l'égide de Mars, donc de Mons Arts de la Seine, et qui va y développer un projet assez ambitieux, d'une part axé sur les arts de la scène, donc sur les arts dramatiques, mais avec une volonté de gouvernance collective, c'est-à-dire que le public a son mot à dire, a un rôle de consultation dans la programmation du lieu, et qui surtout aussi va développer cette offre dans une sorte d'écosystème ancré sur le territoire et son public, avec des jardins partagés, avec une recyclerie, avec des ateliers d'insertion socio-professionnelle, donc voilà, toute une série d'activités qui dépassent la seule offre artistique, mais qui en font en lieu de vie. Est-ce que tu peux... ouais. Voilà. Alors je reviens à cette slide. Alors pourquoi? Parce que donc on parle de choses qui sont assez anciennes, quoi. Recyclard, c'est le tournant du 21e siècle. La maison Folie, ça remonte au milieu des années 80. Donc voilà, c'est des réalités qui sont pas neuves, mais qui sont pas neuves, mais qui sont aussi d'une grande diversité, et c'est aussi un terme qui est très en vogue depuis une vingtaine d'années, et notamment auprès des pouvoirs publics. Et donc c'est pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, le terme il apparaît je pense en 2022 dans l'arsenal législatif de la Fédération, et ça c'est dans le cadre de la sortie de crise Covid, donc lorsqu'il s'agissait d'accompagner les opérateurs culturels dans la sortie de crise, l'administration générale de la culture va ouvrir de manière temporaire ces dispositifs de diffusion aux tiers-lieux culturels, qui sont définis de manière un peu sommaire comme des lieux de diffusion de proximité, café-concert, café-théâtre, maison rurale, galerie ou centre d'art, lieux indépendants ou alternatifs. Donc on voit, ça peut être quand même beaucoup de choses assez différentes. Alors, la région wallonne, elle, va également saisir du terme, aussi en 2022, dans le cadre d'un appel à projet tiers-lieux ruraux. Et l'idée est de stimuler l'émergence de ces espaces, donc de ces tiers-lieux, en zone rurale, pour venir y pallier à d'éventuels déficits en termes d'offres de services. Et donc c'est un projet important qui avait un budget de 12 millions d'euros et qui a permis de financer 23 lieux en région wallonne. Est-ce que tu peux changer la slide? Et là aussi, je vous ai mis la définition de l'appel à projet parce qu'elle est assez intéressante, parce qu'on voit qu'un tiers-lieu n'est ni un centre d'affaires, ni une bibliothèque, ni une maison médicale, ni un atelier partagé, ni un commerce, mais peut-être tout ça à la fois. Donc voilà, comme on le voit, la définition du tiers-lieu est quand même très très large, et on est face à un concept qui a quand même un certain flou conceptuel, pour pas dire un flou certain. Et c'est aussi pour cette raison qu'à l'Observatoire, on a voulu essayer de remonter aux origines du concept et essayer d'en retracer un peu la généalogie. Alors, il y a des précédents assez anciens. Donc déjà, dans les années 60, Max Elichter parlait de troisième milieu. Et lui, il parlait de quoi? Il parlait des mouvements de jeunesse. Donc, qui était ce troisième milieu de sociabilité entre le premier milieu qui est celui de l'école et le deuxième milieu qui est celui du foyer. Mais si on s'intéresse vraiment à ce qu'on entend, ou plus précisément plutôt à ce qu'on entend aujourd'hui comme tiers-lieu, ça nous amène à la fois plus près dans le temps, mais plus loin dans l'espace. Alors ça nous amène où? Ça nous amène dans l'Amérique du Nord, dans l'Amérique du Nord de la fin des années 80. Et plus particulièrement aux travaux d'un sociologue, donc un professeur de sociologie urbaine de l'université de Floride,
qui s'appelle Ray Oldenburg et qui, en 89, a publié cet ouvrage, The Great Good Place, où il définit le terme de troisième lieu. Alors, qu'est-ce qu'il entend par troisième lieu? Il entend en lieu qui est, encore une fois, intermédiaire entre le premier lieu, qui est le lieu du foyer, et le deuxième lieu, qui est le lieu du travail. Et c'est quoi ces troisièmes lieux? Ce sont des lieux dans lesquels des personnes se rencontrent de manière régulière, donc c'est des habitués. Et qu'est-ce qu'ils font ces personnes? Elles partagent des pratiques et elles développent des types de sociabilité durable et informelle de manière durable. Alors, qu'est-ce qu'il avait en tête, Oldenburg, en parlant de ces troisièmes lieux? Là encore, il y a une grande diversité d'espaces. Ça peut être en bar, ça peut être des habitués d'un bar qui se rencontrent de manière régulière. Ça peut être en parc, dans lequel vont se développer des activités de type sportive, ou dans lesquelles des promeneurs de chiens vont se rencontrer tous les soirs et interagir de manière durable. Ça peut être un salon de coiffure de quartier dans lequel il y a une sociabilité qui se développe autour de l'espace. Alors encore une fois, pour les Bruxellois, on peut penser au salon de coiffure à Matongué. Il y a aussi cette chose-là qui joue. Ça vient vraiment des lieux de vie sociale. Ça peut être en lieu de culte, etc. Donc ça peut être toute une série de choses. Et pourquoi Oldenburg y consacre un ouvrage et y a consacré toute une série d'articles? C'est parce qu'il a le sentiment que ce type de lieux, qui sont importants pour le développement des sociabilités, disparaissent ou sont en voie accélérée de disparition dans l'Amérique du Nord des années 80. Et ce pourquoi? Mais en raison de ce qu'on a appelé la suburbanisation. Alors, qu'est-ce que veut dire ce terme un peu barbare? C'est un processus de dilatation des villes via l'étalement continu des banlieues résidentielles. Et qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui s'efface plutôt? C'est la centralité urbaine, donc le centre urbain s'efface. Et ce qui s'efface aussi, ce sont des espaces publics qui sont facilement accessibles et qui sont gratuits ou à peu près gratuits. Et ce qui reste, ce sont des zones monofonctionnelles, le centre administratif, le centre commercial, l'école, l'hôpital, etc., qui ne sont plus accessibles que par l'autoroute et la voiture. Et là, je vous ai mis une vue aérienne du Grand Los Angeles, parce que Los Angeles, c'est sans doute l'archétype de ce type d'urbanisme distendu, dans lequel il n'y a plus réellement de centralité urbaine. Voilà. Et le problème pour Oldenburg par rapport à cet urbanisme, c'est la disparition, je l'ai dit, d'espaces publics accessibles et tu peux passer la slide, s'il te plaît, accessibles et à peu près gratuits, et l'effacement de ces lieux dans lesquels peuvent se développer de manière informelle, de manière spontanée, des sociabilités, et des sociabilités qui tendent également à l'effacement des hiérarchies sociales, c'est-à-dire que les gens vont partager des pratiques, et le temps du partage de ces pratiques, les hiérarchies sociales tendent à s'effacer devant le fait, je ne sais pas moi, de jouer au baseball dans un parc ou de promener son chien, voilà. Alors lui, Oldenburg, donc dans toute série d'articles, il va prôner l'importance du fait de prendre en compte ces tiers-lieux, ces troisième lieux comme il les appelle, dans les projets de développement urbanistique. Alors je pense que ça ne va pas avoir un effet extrêmement important aux États-Unis. Alors sans doute qu'il y a des projets urbanistiques qui ont pris en compte ces dimensions, mais c'est pas, on n'y a pas assisté à un raz-de-marée de troisième lieu. Par contre, ça a eu une postérité particulière dans le cas des bibliothèques, c'est-à-dire que dès le courant des années 90, vont se développer en Amérique du Nord ce qu'on a appelé les bibliothèques troisième lieu. Et que sont ces bibliothèques? Ce sont des bibliothèques qui vont chercher à dépasser la stricte fonction documentaire. Donc l'idée est plus seulement d'y lire des livres ou d'y prêter des livres ou de venir y emprunter des livres, mais elles vont développer au travers des aménagements architecturaux particuliers et au travers le développement d'une série d'activités, vont y développer la fonction de séjour et la fonction de sociabilité des populations. Donc c'est plus seulement des lieux dans lesquels on vient chercher un livre, c'est des lieux dans lesquels on peut se poser, dans lesquels le public peut interagir. Alors, ce type d'espace va se diffuser en Europe, d'abord dans le nord de l'Europe, avec les ID Stores britanniques. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un logo qui est assez reconnaissable, mais je n'ai pas pris de photo ici. Et l'exemple le plus connu en Europe du Nord, c'est l'OBA, donc c'est la Bibliothèque publique d'Amsterdam, où ses fonctions de séjour et ses fonctions d'activité offertes aux populations
vont prendre place dans un projet architectural ambitieux, quoi. C'est vraiment, ils ont fait d'énormes travaux pour construire cette bibliothèque assez particulière. Évidemment, ça fait penser à quoi aussi? Ça fait penser au décret lecture publique en Fédération Wallonie-Bruxelles, où là aussi, l'idée, c'est de dépasser la simple fonction documentaire pour proposer toute une série d'activités, d'ateliers et d'espaces, des espaces publics numériques, des salles dans lesquelles peuvent avoir lieu des activités d'insertion socio-professionnelle, ou des cours de langue, etc., où la bibliothèque tend à devenir un lieu de vie et plus seulement un lieu de prêt de livres. Et alors moi, je connais pas ici l'espace du gazomètre, mais voilà, en voyant un peu l'espace, on est clairement, je pense, dans ce type d'espace, dans ce type de bibliothèque. Ouais, merci. Oui, j'ai été trop vite pour te faire passer, mais bref. Alors voilà, donc bibliothèque. Alors si on revient à ce qu'évoquait Oldenburg pour ces troisième espaces, donc un bar, en salon de coiffure, en parc, on est quand même assez loin de ce qu'on a évoqué plus haut comme tiers-lieu en Europe, tel que Recyclard, tel que la Maison Folie. Est-ce qu'on peut s'imaginer comme ce qu'on a en tête? Je pense qu'on pense à des tiers-lieux culturels. C'est parce que pour ce faire, il faut revenir au mouvement des friches culturelles en Europe. Alors, que sont ces friches culturelles? C'est là aussi, ça s'inscrit dans les transformations de l'espace. Donc, si l'Amérique du Nord a connu son phénomène de suburbanisation, ce qui a surtout marqué les paysages européens, c'est le déclin des industries européennes, le déclin des industries lourdes, qui est perceptible dès la fin des années 60. Et que va produire ce déclin industriel? Ce sont des espaces vacants, des espaces libres, des espaces vides, des entrepôts abandonnés, des usines désinfectées, de vastes friches, des terrains vagues. Donc des espaces vacants qui parfois sont extrêmement étendus et extrêmement larges. Et ces espaces vides ne vont pas rester vides très très longtemps. C'est-à-dire que dès le courant des années 70, ils vont être réinvestis, et souvent par des groupements artistiques ou des groupements socio-artistiques qui vont occuper l'espace, généralement de manière spontanée, de manière illégale, et ce, dans le sillage des mouvements, des utopies participationnistes et des mouvements de contestation sociale du courant des années 70. Alors, là encore, les lieux pionniers, ils sont à chercher dans le nord de l'Europe, alors notamment avec le Melweg à Amsterdam, qui ouvre à l'été 70, dans les friches d'une ancienne usine de raffinerie de sucre, et qui va développer d'abord de manière illégale un lieu dédié aux programmations musicales et aux programmations théâtrales, qui existe toujours aujourd'hui et qui va devenir un espace extrêmement important dans la vie culturelle d'Amsterdam. Un autre exemple, c'est l'UFA Fabrik à Berlin, qui, là c'est en 79, et qui résulte de l'occupation de studios de cinéma d'État abandonnés. Et là encore, c'est un lieu qui existe toujours aujourd'hui, qui est assez important et qui est devenu une sorte de vaste village, éco-village solidaire autogéré, qui est toujours autogéré aujourd'hui. Et alors un autre exemple pionnier, plus près de nous, c'est les Halles de Schaerbeek, en région bruxelloise, qui dès le milieu des années 70 verra les halles d'un ancien marché aux légumes réappropriées par des initiatives qui visent l'expérimentation théâtrale dans ce lieu abandonné, et qui dès le début aussi, ou très vite, va également mettre en place toute une série d'activités au-delà du théâtre, visant à s'inscrire dans le tissu urbain et visant aux populations du quartier, notamment via des activités destinées aux enfants. Alors ce qui est intéressant avec les Halles de Schaerbeek, c'est que c'est un lieu qui montre une institutionnalisation assez précoce aussi de ce type d'initiative, parce que dès le milieu des années 80, les halles vont être reprises sous le giron de la communauté française, qui assez vite va mettre en place des travaux assez importants de réhabilitation de l'espace, pour en faire ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un des lieux les plus financés et un des lieux de diffusion les plus importants de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, donc ces friches culturelles, elles vont tout au long, voilà, c'est le terme que je cherchais, des années 80 et des années 90, elles vont se visibiliser, gagner en ampleur et diversifier ce qu'elles ont à y proposer.
et vont s'y développer de nouvelles formes de pratiques artistiques et culturelles. Alors on peut penser au mouvement des graffitis qui va se développer dans ce type de lieux abandonnés parce que c'est des lieux qui sont facilement accessibles. On peut également penser à la fin des années 80, au début des années 90, au mouvement des rêves techno qui vont attirer des publics et des foules assez importants dans ce type de lieux. Et puis voilà, de plus en plus de visibilité, et ce sont des lieux qui vont amener à se professionnaliser, et pour ce faire, qui vont être amenés à nouer des rapports, des alliances avec les pouvoirs publics, et particulièrement avec les pouvoirs publics locaux. Alors on pourrait voir la chose, on pourrait renverser la perspective, et on pourrait se dire que ce sont les pouvoirs publics locaux qui vont s'engouffrer dans les brèches ouvertes par ce qu'on a appelé rétrospectivement les nouveaux territoires de l'art. Et pourquoi ? Parce que pour des pouvoirs publics locaux, ça permet quoi ? Ça permet de réhabiliter, de rendre à nouveau désirables des espaces qui étaient en déshérence depuis relativement longtemps. Et donc ça permet que ces lieux entrent dans le cadre de stratégies de réhabilitation territoriale au final, pour pas à moindre coût un peu pour les pouvoirs publics. Alors voilà, donc ça c'est un des aspects de la question. Voilà, donc friche culturelle d'un côté. Maintenant, lorsqu'on parle de tiers-lieux, on ne parle pas que de friche culturelle et de leur continuation. On parle aussi de toute une série d'espaces, de collectifs de travail, d'espaces de fabrication, d'expérimentation, souvent liés aux cultures numériques, qui répondent à des noms comme Fab Lab, Makerspace, Hackerspaces, voilà, tout ce type d'espace lié aux cultures numériques. Alors là aussi, je vais donner des exemples parce que ce sera plus parlant. Par exemple, IMAL, qui est situé sur la rive molenbeekoise du canal à Bruxelles, donc pas loin des bâtiments de la FWB pour ceux qui connaissent, et qui est un centre d'art dédié aux cultures numériques, avec des résidences d'artistes, avec des espaces d'exposition, etc. Et qui, dès 2012, a ouvert un Fab Lab, donc c'est un espace de fabrication collectif qui met à disposition des artistes en résidence, mais aussi du public et du public du quartier, toute une série d'équipements liés à la fabrication numérique. Imprimantes 3D, fraiseuses à commande numérique, voilà, toute cette série d'outils mis à la disposition, pas toujours, mais souvent, du public. Alors, un autre exemple, c'est le TRAC à Namur, qui est lui aussi situé sur les rives, sur le bord de l'eau, mais cette fois en bordure de Sambre, et qui est situé dans les lieux d'un ancien hall sportif, et qui résulte d'un partenariat du Bureau économique de la province, du KIC et de l'Université de Namur, et qui développe toute une série d'espaces. Donc il y a des bureaux, des espaces de coworking, des bureaux à la location, des résidences dédiées, des résidences scientifiques, mais aussi des Fab Labs, donc ces espaces de fabrication collective ouverts au public, et qui, ce faisant, entend devenir l'un des hubs créatifs et entrepreneuriaux de la capitale wallonne. Alors, la photo que vous avez là, c'est un espace qui s'appelle De Camp, qui est situé à Aix-en-Provence, et qui résulte de partenariats entre des entrepreneurs de la région et les pouvoirs publics locaux, et qui fonctionne un peu comme le TRAC, mais sur une échelle beaucoup plus large. Là, c'est réellement une sorte de pépinière d'entreprise, de campus d'innovation, et qui ambitionne de faire venir des artistes en résidence, de développer des entreprises, etc., et qui viserait à créer les modèles de transition qui nous permettraient de sortir ou répondre aux enjeux de la transition que nous connaissons, quoi. Donc voilà, un espace assez ambitieux. Et là aussi, on comprend bien pourquoi ce type d'espace, en quoi ce type d'espace peut séduire les pouvoirs publics, puisque ce sont des lieux qui ambitionnent de devenir des leviers de développement économique et territorial. Alors, on touche à quoi ? Alors là, on touche au modèle de la créativité comme moteur de développement territorial. Donc, c'est le modèle des classes créatives, qui est
assez influent ou très influent même depuis une vingtaine d'années. Et l'idée est quoi? L'idée est d'attirer sur un territoire particulier ces classes créatives. Alors qu'est-ce qu'on entend par ces classes créatives? Ce sont les jeunes entrepreneurs, les jeunes professionnels, pardon, actifs dans les secteurs des arts et de la culture, actifs dans les secteurs de la recherche, dans les secteurs de la tech, etc. Et en offrant à ces classes créatives les équipements sociaux et culturels qu'elles recherchent, et l'idée c'est que ça bénéficierait par une sorte de ruissellement à l'ensemble du territoire et que ça permettrait à ces territoires en déshérence de se développer. Alors, c'est un modèle, je l'ai dit, qui est très influent, mais qui est aussi très critiqué. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il est perçu comme étant le facteur d'une gentrification à contrôler des territoires dans lesquels ces modèles sont implantés. Et critiqué également parce que, comme perçu comme porteur d'une forte homogénéisation de l'offre culturelle et artistique. Donc, ce type d'espace, qu'il soit situé à Namur, qu'il soit situé à Berlin ou à Barcelone, on voit un peu ce que c'est, ces espèces de grands plateaux modulables, à la fois lieu de travail et à la fois lieu de réunion et lieu ouvert au public. Donc c'est quand même des espaces qui sont assez similaires, qui sont assez homogènes, indépendamment du lieu dans lequel ils sont implantés. Voilà, donc critique, mais en même temps des modèles qui sont extrêmement influents. Et ce qu'on voit, c'est que à la fois pour ces lieux qu'on qualifierait de lieux d'innovation et à la fois pour les lieux plutôt issus des friches culturelles, ce à quoi on assiste depuis une quinzaine d'années, c'est à une institutionnalisation très forte de ce type d'espace. Est-ce que tu peux passer ouais, très fort de ce type d'espace. Et alors ça, c'est très présent et très saillant en France, où depuis une dizaine d'années, il y a un réel engouement des pouvoirs publics pour les tiers-lieux. Donc certains parlent même d'une manie des tiers-lieux qui se serait emparée des pouvoirs publics, avec toute une série de programmes. Donc par exemple, c'est l'Association nationale pour la cohésion des territoires va, dès 2018, mettre en place des programmes dits Nouveaux lieux, nouveaux liens, fabrique de territoires, avec un budget de 43 millions d'euros. Et l'idée est de favoriser le développement et l'essaimage des tiers-lieux sur le territoire français. En 2022, Jean Castex, alors Premier ministre, va lui aussi, dans le cadre de la relance post-Covid, va dégager un budget de 130 millions d'euros pour le développement des tiers-lieux qui sont présentés de manière très hyperbolique comme les piliers de la relance, les piliers du monde de demain, les piliers de la transition, etc. Donc voilà, il y a un engouement assez fort, très très fort des pouvoirs publics pour ces espaces. Alors, il y a eu une fondation qui s'appelle France Tiers-Lieux, qui a été créée dans le sillage de cet engouement pour les tiers-lieux, qui, en 2021, va recenser la chose et dénombre 2500 tiers-lieux sur le territoire français, dont 30 répondent à ce qui nous intéresse ici, donc peuvent être qualifiés de tiers-lieux culturels, c'est-à-dire qu'ils consacrent tout ou partie de leur activité à des activités culturelles et artistiques. Alors, ce qu'on voit là, c'est que, en l'espace d'une dizaine d'années, d'une quinzaine d'années peut-être, on passe de lieux qui sont issus d'initiatives spontanées, qui sont issus d'appropriations parfois illégales d'espaces vacants, à une véritable bulle institutionnelle. Et comme la plupart des bulles ont vocation à éclater, ça pose énormément de questions et ça soulève toute une série d'interrogations. Alors la première est liée à celle des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de ce type de lieu. Donc je l'ai dit, il y a une série de vocabulaires très hyperboliques, piliers de la relance, piliers du monde de demain, ce genre de choses. Il est fort à parier que lorsqu'il s'agira d'évaluer les effets concrets qu'auront produit ces lieux sur les territoires,
sans doute il va falloir peut-être un peu modérer les attentes qui peuvent être portées sur ce type d'espace. La deuxième grande interrogation que ça pose, elle est liée à l'observation que très vite va se créer, via ces budgets assez importants qui ont été consacrés au tiers-lieu, va se créer un véritable marché du tiers-lieu avec toute une série d'entrepreneurs, toute une série d'opérateurs issus de l'événementiel par exemple, qui vont s'engouffrer dans la brèche et qui vont travailler à capter ces budgets, à capter l'attention et les budgets publics avec des initiatives qui parfois ressemblent, c'est un peu des lieux événementiels ou des bars ou des débits de boissons avec une esthétique ou une ambiance en peu tiers-lieu, mais qui tient plus de l'alibi au subside que d'un réel projet, d'un projet qui soit réellement pensé. Et là, ça pose une question importante, ça pose celle de la distorsion d'un modèle qui, à la base, reste un modèle qui est ancré dans une certaine volonté d'expérimentation de nouvelles manières de faire la culture et de faire l'artistique, et qui prône le brassage de populations diverses et le fait d'accueillir des populations diverses dans des lieux de sociabilité. Alors voilà, voilà. Alors ça, ce sont les gens qui s'engouffrent dans la brèche. Et encore une fois, l'autre aspect, c'est les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, vont se saisir des tiers-lieux comme un instrument de des stratégies de développement économique et de développement territorial. Est-ce que tu peux passer là? Ouais, merci. Et alors ça, c'est très saillant et très visible dans ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, qui voit... alors qu'est-ce que c'est? Alors on parle d'espaces qui sont en attente de réhabilitation immobilière, donc qui sont en attente de travaux importants, de rénovation de lieux, et qui, dans l'attente du démarrage des travaux, vont être confiés à la curation de collectifs artistiques ou socio-artistiques qui vont être chargés de faire vivre le lieu jusqu'au démarrage des travaux. Alors il y a plusieurs exemples, donc il y en a un à Bruxelles, donc dans la commune d'Ixelles, dans le haut de la couronne, dans les lieux d'anciennes casernes de gendarmerie, voilà. Et entre 2019 et 2022, cet espace qui va être amené à être, qui est actuellement en travaux et qui va être amené à rejoindre l'ULB et la VUB, je pense aussi, ça va être une extension des campus, a été confié à la curation de toute une série d'associations et de groupements artistiques qui a développé toute une série de choses. Des bars, un restaurant, des studios de tatouage, toute une série d'activités, avec aussi un vélodrome qui était ouvert, ça c'est la photo que vous voyez ici, un vélodrome qui était ouvert aux habitants du quartier. Donc pendant ces quelques années, c'est un lieu qui a été extrêmement vivant. Et puis voilà, ça s'est arrêté lorsque les travaux ont débuté. Un autre exemple, c'est les Grands Voisins, dans le 14e arrondissement à Paris, sur le site de l'ancien hôpital de Saint-Vincent-de-Paul. Et là aussi, plus ou moins un projet qui ressemble au CIU à Bruxelles, mais d'une manière encore plus vaste, qui montrait également des centres d'hébergement d'urgence, un centre de la Croix-Rouge, des relogements de personnes réfugiées, le tout aux côtés d'associations, etc., et qui ont développé ce qui était appelé un village festif et solidaire, et là aussi qui drainait énormément de personnes. Là aussi, les travaux ont débuté et ça va devenir du logement, quoi. Alors je pense qu'il y a une portion qui est dédiée au logement social, mais dans le cas du marché immobilier de Paris, on suppose que ça ne va pas être des logements extrêmement bon marché. Alors, qu'est-ce que ça pose comme question? Donc là, on a deux exemples qui sont souvent posés comme des modèles d'urbanisme transitoire, comme des initiatives gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il est évident que les associations ou les collectifs qui ont eu pendant plusieurs années les clés de ces espaces
ne pouvaient pas rêver d'espaces aussi grands et aussi vastes et de terrains d'expérimentation aussi larges que si elles n'avaient pas été ancrées dans ce type de projet. Pour autant, on peut se demander quel est le statut de la culture dans ce type d'espace. Est-ce que c'est simplement en alibi? Est-ce que c'est simplement en instrument au service d'acteurs privés, d'acteurs publics et d'alliances d'acteurs privés et d'acteurs publics dans le cadre de réhabilitation territoriale, dans le cadre de stratégies d'optimisation foncière? Donc voilà, nous on n'a pas la réponse, mais je pense que quand on réfléchit à ce type de lieu et aux manières par lesquelles il se développe dans les territoires, c'est des questions que l'on doit avoir en tête. Alors, oui, est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, merci. Donc voilà, mais on arrive doucement à la fin de la présentation, à la fin du tour d'horizon que l'Observatoire a voulu consacrer à ces tiers-lieux. Alors, on n'a pas résolu, je pense, la question du flou qui entoure les tiers-lieux culturels. C'est-à-dire que là, dans ce que je vous ai présenté ici, on a quand même une très très grande diversité d'espaces et une très très grande diversité de pratiques. Et ça, je pense que ça s'inscrit également dans le fait que ce sont des espaces qui sont ancrés dans un territoire particulier et dans les caractéristiques sociales de ces territoires. Ce qui fait que la forme que prennent ces tiers-lieux, les pratiques qui se développent, l'offre qui est faite, elle est très très dépendante des caractéristiques du territoire. Et dès lors, elle change en fonction du territoire et elle est aussi plastique, c'est-à-dire qu'elle doit ou elle devrait être capable d'évoluer en fonction de l'évolution sociale du territoire dans lequel ces tiers-lieux sont implantés. Alors, du point de vue des politiques publiques, cet ancrage territorial, ça pose une question intéressante, c'est celle du lieu du rôle, que pourrait jouer ce type d'espace dans des stratégies de maillage culturel du territoire, qui est une stratégie, un des objectifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est d'avoir un maillage, si pas équilibré, sur le territoire de la FWB. Et là, je pense que c'est vraiment des questions qui rejoignent très clairement les préoccupations des centres culturels. Une autre question que les tiers-lieux, voilà, en fait, pour le dire autrement, les tiers-lieux, ce qui se joue dans les tiers-lieux se joue également ailleurs. C'est-à-dire que les dynamiques qu'on observe dans les tiers-lieux, elles se jouent dans d'autres pans et chez d'autres opérateurs et d'autres catégories d'opérateurs de la vie culturelle. Et au point où on se demande si le tiers-lieu n'est pas simplement un signe d'un basculement que l'on voit de manière plus large dans les modes de production, dans les modes de réception et dans les modes de circulation de la culture. Alors, je m'explique, j'ai évoqué les bibliothèques. Ce qui joue dans les bibliothèques et dans le décret lecture publique et ce qui joue dans les bibliothèques en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec le fait d'accueillir la population via l'aménagement de l'espace et de leur proposer des activités qui vont au-delà de la seule fonction documentaire. Les bibliothèques ne sont pas des tiers-lieux, mais est-ce qu'elles se tiers-lieuisent ou est-ce qu'elles sont, comme les tiers-lieux, le symptôme d'autre chose? On voit également ça dans le champ du patrimoine, avec toute une série de musées qui vont développer d'autres manières d'entrer en contact avec les œuvres et le patrimoine qui sont exposés. Alors il y a des exemples très connus, le musée des arts décoratifs à Paris par exemple, qui est un peu pionnier dans ce genre de choses. C'est très présent aussi dans les musées consacrés aux cultures scientifiques ou numériques, mais ça se voit également dans les Beaux-Arts. Moi je me souviens d'avoir été voir, c'était l'exposition Brancusi à Beaux-Arts à Bruxelles, et on s'est retrouvés avec mes filles dans une salle à faire de la sculpture et à s'approprier la matière, et ce qui, je pense, n'existait pas il y a une vingtaine d'années, Ce qu'on observe également, ce qui joue dans les tiers-lieux, mais ce qui joue également ailleurs, c'est une grande hybridité des lieux, qui sont beaucoup moins monofonctionnels qu'ils n'ont pu l'être par le passé, avec une bibliothèque qui, le cadre d'une nuit, va devenir un lieu de concert, avec des représentations théâtrales qui vont avoir lieu dans des musées, avec tout ce genre de choses qui, je pense, étaient moins visibles ou n'existaient pas, ou beaucoup moins, il y a encore une vingtaine d'années. Et le dernier point peut-être
que posent la dernière question que posent les tiers-lieux en termes de politique culturelle, c'est celle de comment accompagner des pratiques émergentes, quoi. Comment est-ce que des pouvoirs publics parviennent à accompagner des pratiques alternatives, des pratiques émergentes, sans en étouffer justement cette dimension alternative et créative. Donc là, je pense que c'est une vraie question qui se pose. On l'a vu avec cette institutionnalisation, pardon, un peu hypertrophiée qu'on connaît en France. Voilà, comment est-ce que des pouvoirs publics peuvent accompagner ces pratiques et laisser de la place aux interstices et laisser de la place à des choses nouvelles, à l'émergence de choses nouvelles. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai l'impression d'avoir été un peu vite, donc si vous avez des questions d'éclaircissement, n'hésitez pas. Voilà, merci pour votre attention.